Merci, merci à vous tous, merci au Père Noël. Et là, je vais vous parler donc d'évolution de l'homme. Alors, voilà une expression qui est bien galvaudée. D'habitude, je suis debout, mais là, j'ai des choses à vous montrer, donc je ne me cache pas, rassurez-vous. Mais prêtez-moi un bonnet au besoin, vous me verrez mieux. Alors, pourquoi? Donc, on m'a dit que je sais à peu près d'où vous venez. Donc, classe de terminale et déjà classe préparatoire aux deuxième année. Et évidemment, pour vous, notamment ceux qui sont déjà engagés, ceux et celles bien sûr, dans des études plus commerciales, à quoi bon s'intéresser aux sciences et à quoi bon cette journée? Eh bien, dans cette journée, je reviens d'une réunion avec des amis qui sont des entrepreneurs. Et ça s'appelle, ce n'est pas connu d'entre vous, peut-être vos professeurs, vos enseignants le savent, ça s'appelle l'Association Progrès du Management, qui a été créée il y a 20 ans par tous les plus grands patrons français. Et depuis une dizaine d'années, avec d'ailleurs quelques amis qui sont aussi conseillers scientifiques ici, nous intervenons comme experts auprès des grandes entreprises et auprès des entreprises, parce que les entreprises ont très bien compris qu'il y avait une nécessité de savoir ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, lorsqu'on est un jeune chercheur dans mon domaine et lorsqu'on est un jeune cadre dynamique, c'est ce qu'on espère en tout cas pour vous, on a l'impression qu'on a plein de boulot, on est surchargé et que ces histoires sur le monde et comment va le monde ne nous concernent pas. Eh bien, ce grand monsieur qui nous quittait aujourd'hui parce qu'il prenait sa retraite, ça fait même pas une demi-heure que je l'ai quitté, il citait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait « Ce qui dirige les armées et la victoire, c'est avant tout la culture générale ». Donc voilà une référence quand même à laquelle je ne m'attendais pas, que je connais depuis une demi-heure et j'espère qu'elle sera la vôtre plus tard, notamment si vous êtes appelé, ce que je suis persuadé, à avoir de hautes responsabilités. Alors l'évolution de l'homme ne fait pas tout. Vous avez eu mes collègues et amis ce matin et c'est de ça dont nous allons parler. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, vous écoutez les informations comme moi, vous les percevez, on a un monde qui est extrêmement difficile parce qu'on parle de mondialisation. Cette mondialisation fait émerger donc des compétitions, des compétiteurs nouveaux. Et il est vrai que nous, en Occident, qui sommes à la sortie de 4 siècles de domination sur le monde, nous ne nous attendions pas, effectivement, à voir émerger ces autres puissances. De fait, c'est une erreur terrible de la culture générale. Il y a 2 mois, j'organisais un débat entre des dirigeants du monde entier, tous issus de Stanford Business School. Des Américains, des Allemands, des Français, des Chinois, des Indiens, des gens de tous les pays. Je me suis dit, comment vont-ils me recevoir, moi, le paléanthropologue français? Ils vont se dire, voilà un mec exotique avec ses vieux nonos, en quoi il va nous intéresser? C'est peut-être un peu la question que vous vous êtes posée d'ailleurs, légitimement. Eh bien, d'une certaine manière, ce sont eux qui sont venus sur le terrain de l'anthropologie et de l'évolution, puisqu'à un moment, un de nos amis californiens, dans les nouvelles technologies, leur dit à nos amis chinois et indiens, d'ailleurs une femme manager indienne absolument extraordinaire, et lui dit, mais comment se fait-il que vous émergiez aussi vite, vous, les Chinois et les Indiens? Et les deux ont répondu en même temps, tout simplement, c'est le retour de choses qui ont existé par le passé, puisque l'Inde et la Chine ont été des pays qui ont dominé à d'autres époques. Donc il faut bien se souvenir que la plupart d'entre nous qui sommes ici, issus de la culture occidentale, il est vrai que depuis la Renaissance, grâce à la science et la technologie, nous avons dominé le monde, mais que sans les Arabes, nous n'aurions pas eu la Renaissance, et sans les Arabes, sans les Grecs, il n'y aurait pas eu les Arabes, et sans les Indiens avant, il n'y aurait pas eu non plus les Grecs. Et donc voici ce qu'est ce monde, et je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui pour vous, et donc je salue l'initiative de la Cité des Sciences, et évidemment des enseignants qui ont eu cette belle idée pour vous, et j'espère donc que vous n'en serez pas déçus. Alors, première partie, je vais évoquer très vite, vous en doutez bien, l'état actuel des connaissances sur les origines de l'homme. Et après, ce qui est le plus important, si vous voulez plus de choses, vous achetez mes bouquins, bien sûr, c'est Noël. Alors les Pères Noël, hein, n'oubliez pas, hein, prenez la liste. Et sinon, bien évidemment, plus sérieusement, nous aborderons une question, c'est le plus important pour nous et surtout pour vous, que nous ayons une discussion sur ce qu'est la science face aux enjeux actuels. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a de réelles menaces. Si vous lisez le journal d'aujourd'hui, je ne vous dirai pas quel journal, quand on sait comment l'administration Bush a menti pour mettre à feu et à sang le monde tel que nous sommes en train de le connaître, eh bien, il n'est pas étonnant
que l'administration Bush et les gens qui sont autour de lui sont ceux qui défient le plus la science et les théories de l'évolution. Il n'y a pas de hasard. Commençons par les choses les plus sympathiques, donc les origines africaines de l'homme. Aujourd'hui, vous avez tous vu cela, et j'y suis un petit peu responsable, mais avec d'autres, il y a en France un bon enseignement qui s'améliore continuellement sur l'évolution et les origines et l'évolution de l'homme. Par contre, vous avez devant vous un personnage qui est exécré par la France. Monsieur Charles Darwin. Comme je le dis des fois pour rigoler, mais ça ne va pas nous faire rire, à une époque, un bon diplomate français se devait d'être anti-américain, un bon anthropologue français est anti-darwinien. C'est un peu court, mais ça marche. Darwin est plus critiqué que lu. Darwin a été à la fois dévié par les idéologies d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc, il ne faut pas confondre la théorie scientifique avec les dérives dans lesquelles, d'ailleurs, il n'a jamais trempé. Darwin, en 1871, je vais très vite, avait écrit dans un livre que les origines de l'homme sont certainement en Afrique. Comment en était-il arrivé à cette idée-là? Tout simplement, il a une idée absolument géniale avec son ami Thomas Huxley. Il dit, il regarde avant tout, il ne dit pas, parce que ce n'est pas un devin, hein, c'est un scientifique très minutieux, et même un petit peu timide d'ailleurs. Quelle est l'espèce la plus proche de l'homme? Eh bien, à l'époque, avant l'invention de la génétique, il perçoit que les chimpanzés sont peut-être plus proches de l'homme que des autres singes. Son ami Thomas Huxley pense que c'est le gorille. Mais qu'importe, les deux sont africains. Et d'emblée, vous comprenez l'expression « l'homme descend du singe » comme elle est fausse. L'homme descend du singe, c'est la plus grosse bêtise qu'on ait jamais dite. Je vous rassure tout de suite, nous sommes des singes. Eh oui. Premier cadeau de Noël. Alors évidemment, si, vu votre jeune âge et votre côté entrepreneurial, à tous les sens du terme, pour les personnes de l'autre sexe ou du même sexe, aujourd'hui on a de tout, qui vous séduisent, si vous voulez aborder quelqu'un et vous lui dites « tu sais, j'ai écouté Pascal Pic, t'es beau comme un bonobo », bon. Si la personne n'est pas au courant, le premier contact n'est pas évident. Ou si elle est au courant connaissant les mœurs de bonobo, vous avez une tarte dans la figure. Donc c'est pas garanti dans les deux sens. Alors la chose étant, tout ça, c'est lié à l'ignorance. La peur du singe, c'est une phrase célèbre que l'on cite souvent. C'est Lady Worcester, qui est en fait la reine Victoria, à l'époque de la polémique, donc quand Darwin publie ses travaux, qui dit « Mon Dieu, ainsi l'homme descendrait du singe, pourvu que cela ne soit pas vrai, mais si cela l'était, prions pour que cela ne se sache pas. » Eh bien, pendant un siècle, on va faire, nous sommes dans les années 1860-70, pendant un siècle, on va faire de la préhistoire, donc étudier le passé de l'homme, sans s'intéresser une seule fois au grand singe. Ce qui veut dire que tout ce qui a été affirmé sur le propre de l'homme l'a été affirmé en toute ignorance de ce qui nous entoure. Donc c'est une démarche anti-scientifique. Car avant tout, un scientifique, c'est un emmerdeur. C'est celui qui va se poser les questions que ne se posent pas les autres. C'est celui qui va questionner les vérités établies. C'est celui qui va se dire, non pas pour le plaisir de contrarier les autres, qui va toujours essayer de vérifier ce que l'on dit. Or, la peur du singe a été en fait une devise que j'ai transformée et que vous connaissez bien dans Tartuffe, ça a été « cacher ce singe que je ne saurais voir ». Et Darwin, lui, avait vu ces grands singes. Et son raisonnement est celui-ci. Si les chimpanzés sont les plus proches de nous, c'est une idée toute simple que je vais vous donner là. Il a fallu un siècle pour la comprendre. Tout ça à cause de nos mythes. On a besoin des mythes, hein. Je ne suis pas contre les mythes, hein. Mais les mythes, quand même, des fois, ça ne nous aide pas trop. Eh bien, Darwin réfléchit de la manière dont nous réfléchissons pour nos histoires de famille. Noël arrive, ça va être les fêtes de famille. Quelles sont les personnes qui vous ressemblent le plus au monde? Ce sont vos frères et vos sœurs si vous en avez. Et pourquoi? Vous le savez aussi bien que moi, parce que c'est avec eux ou avec elles que vous partagez le plus grand nombre de caractères. Et ces caractères viennent de qui? De vos parents. Ensuite, c'est qui? Ce sont vos grands-parents, ce sont vos cousins, en raison des caractères qui sont, cette fois, hérités de vos grands-parents, et ainsi de suite. Darwin a cette idée simple et géniale de dire que les ressemblances entre les espèces sont des relations de parenté. Ça peut vous paraître d'une banale évidence, eh bien, il nous a fallu un siècle pour le comprendre. Et Darwin dit ceci. Si les chimpanzés sont les plus proches de nous, donc nos frères, ça veut dire que nous avons des parents exclusifs, ce qu'on appelle un dernier ancêtre commun.
Alors d'où venons-nous? L'homme, il est partout sur la Terre. Donc on ne sait pas d'où nous venons. Par contre, les chimpanzés sont encore en Afrique. Et Darwin fait cette hypothèse. Ce n'est pas Nostradamus, hein, c'est un scientifique. Il fait une hypothèse. Eh bien, au cours de notre histoire, l'histoire de la vie donc, les populations de notre dernier ancêtre commun se sont séparées. Comment, il ne le sait pas. Mais où? Il fait l'hypothèse que c'est en Afrique parce que les chimpanzés sont encore en Afrique. Eh bien, pendant un siècle, chers amis, on va chercher les origines de l'homme en Europe, on va les chercher en Asie, et on va attendre un siècle avant d'aller chercher en Afrique, parce que la devise a toujours été tout sauf l'Afrique. Et pour une bonne raison, dans les années, il y a un siècle, l'Europe domine, l'Europe est raciste, ma discipline s'appelle la raciologie, et la devise c'était tout sauf chez les Noirs. Tout simplement. Donc, vous voyez, lorsqu'on touche à l'homme, c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on en est où? Il a fallu un siècle pour qu'on se décide d'aller en Afrique, et cette extraordinaire aventure qui est celle de la modernité de notre actualité, vous l'entendez ou vous la subissez en cours, donc, nos origines africaines. L'aventure commence au cours des années 1930, 40, 50, jusqu'à ce que l'on trouve en Afrique de l'Est, en Tanzanie, des fossiles associés à des outils en pierre taillée. À l'époque, on croyait que l'homme, c'est l'outil. On trouve ça en 1959 à Olduvai, je vais très vite, et tout le monde comprend qu'effectivement Darwin avait raison. À partir de là, il y avait un monsieur à l'époque qui était tout jeune, pas du tout connu, qui se baladait au Tchad. Inutile de vous dire qu'il a rappliqué Dardar dans les vallées du Rift, dans les vallées donc, où il y a tous ces fossiles. Il s'appelle Yves Coppens. Et ceci va donner donc les grandes expéditions internationales avec des découvertes fabuleuses comme celle de Lucie. Et on appelle ça chez nous la ruée vers l'os. Donc, plein d'expéditions qui vont donner donc l'ensemble extraordinaire des collections que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, les origines africaines sont bien avérées par les fossiles et nous avons 3 candidats autour des origines communes. Nous savons, je dis bien nous savons, alors vous savez en science il est rare que nous soyons affirmatifs, nous savons aujourd'hui qu'en effet les hommes et les chimpanzés sont les plus proches, d'abord depuis 30 ans grâce à la génétique au sens large, je ne rentre pas dans les détails, et aujourd'hui grâce au séquençage du génome. Vous savez, on n'est même plus certain qu'on ait un gène de différence avec les chimpanzés. Ah, comme font mes copains chimpanzés. Donc, ceci veut dire que nous avons une origine commune récente, c'est-à-dire un dernier ancêtre commun récent, et nous avions 3 candidats. Premier candidat, donc voilà les vallées du Rift, autour des vallées du Rift. Alors Yves Coppens, comme vous le savez, est un monsieur qui a fait beaucoup de choses, et mon ancien patron, et notamment c'est lui qui met en place cette idée, je le mets parce que c'est important pour savoir ce que c'est qu'une démarche scientifique. La fameuse East Side Story. Alors je crois que vous connaissez tous, dans les années 1980, il devient très clair que nos origines sont africaines et nous avons une grande synthèse. Et donc, comme l'enjeu aujourd'hui, c'est comment se fait la science, il y a une grande synthèse de différentes disciplines autour des origines de l'homme. La première, la géologie. On comprend, vous savez, la tectonique des plaques, c'est récent, on comprend donc que toute la partie est de l'Afrique que vous voyez là est en train de se détacher au rythme de la géologie. Donc c'est un grand fossé d'effondrement qui part au nord de l'Éthiopie et qui descend le long des grands fleuves et des grands lacs. Vous avez une photographie de ce fossé d'effondrement et ceci se déforme vers 6-7 millions d'années. Or, il se trouve que comme nous sommes très proches des chimpanzés d'un point de vue génétique, que nos amis généticiens nous disent que nous nous sommes séparés de la lignée des chimpanzés il y a justement 6 ou 7 millions d'années. La géologie, vous voyez, est complètement indépendante de la génétique. Mais quand vous avez 2 disciplines indépendantes qui convergent, c'est déjà une très bonne nouvelle. La chose étant, comme vous avez une partie fragile de la croûte terrestre, il y a du volcanisme. Et dans les cendres volcaniques, il y a des éléments, le potassium 40, qui est radioactif et qui permet de dater. Donc un bonheur n'arrive pas seul, on peut dater. Donc on sait que ce rift se déforme vers 6 millions d'années, on se doute que nos lignées se séparent vers 6 millions d'années, et Coppens, en tant que paléontologue, sait fort bien que tous les fossiles les plus anciens connus à cette époque-là sont à l'est des vallées du Rift. Alors, on a d'autres fossiles, comme vous le savez certainement, en Afrique du Sud, mais ça ne dépasse pas les 3 millions d'années en ancienneté. Mais là, en l'occurrence, nous sommes en Afrique de l'Est avec les plus anciens fossiles. Parmi les milliers, les dizaines de milliers de fossiles qu'ont récoltés toutes ces expéditions de la ruée vers l'os, on trouve des australopithèques,
des ancêtres de l'homme, mais aucun fossile de grand singe. En tout cas, on ne les avait pas vus. Et à l'heure actuelle, tous les grands singes, dernier élément, se trouvent tous à l'ouest du Rift. Donc Coppens fait une synthèse absolument remarquable. Il dit les vallées du Rift se déforment vers 5, 6, 7 millions d'années. Les précipitations qui viennent de l'ouest du golfe de Guinée viennent à buter sur ces hauts plateaux dont vous avez une vision ici. Par conséquent, la forêt tropicale humide se maintient à l'ouest et c'est là qu'évolueront les chimpanzés et les gorilles, car, je vous le rappelle, les chimpanzés et les gorilles ont évolué. Il n'y a que les créationnistes pour être assez abrutis pour dire encore « Monsieur Pic, l'homme ne descend pas du singe ». La preuve, il y a encore des singes. Oh, comme font mes copains chimpanzés. Toutes les espèces actuelles sont récentes. Il n'y a pas des cons de singes qui sont restés en panne d'évolution à la limite des savanes. C'est quoi ce délire? Donc, toutes les espèces sont récentes. Il faut quand même s'y mettre dans ce truc-là. Donc, seulement on ne sait pas comment ils ont évolué. Bon, donc vous voyez, le schéma est très clair. Ça se déforme vers 6-7 millions d'années. Le côté ouest reste humide. C'est là qu'évolueront les chimpanzés et les gorilles, et les bonobos, bien sûr. Et le problème, c'est qu'on sait très peu de choses sur cette lignée, parce que les sols africains sont, des forêts, bien sûr, sont acides. Et ça, c'est pas bon du tout par la fossilisation. Donc, c'est une raison technique. Vraiment une contrainte. Par contre, à l'est, on les a. Alors, ils ne sont pas dans la savane, les mecs. Hein. Ce n'est pas la Beauce, hein, ce n'est pas la pelouse. Hein. Donc, ils sont dans les savanes arborées. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un paysage en mosaïque avec des forêts denses près de l'eau, près des fleuves, près des lacs, près des marais. Et ensuite, des portions de savane qui pénètrent la forêt. Et ils ne vont pas commencer le golf avant longtemps. Hein. Donc, tout ça, ça reste encore arboré, mais clairsemé. Donc, Yves Coppens propose un modèle, une hypothèse, l'Isaac Story. Et qu'est-ce qu'on demande à un modèle scientifique? C'est pour ça que je vous en parle. On demande d'abord des heuristiques, c'est-à-dire de rendre intelligibles toutes les données disponibles. Ce modèle remplit cette obligation. Il rend intelligibles toutes les données disponibles, de la géologie, de la biogéographie, c'est-à-dire la répartition des faunes, de la paléontologie, c'est-à-dire des fossiles, et aussi de la systématique, c'est-à-dire les classifications avec la génétique. C'est quand même pas mal. On y va. Et voilà qu'en l'an 2000, nos collègues Brigitte Senu et Martin Pickford découvrent Ororhyn tungenensis, un fossile daté de 6 millions d'années qui est à l'est au Kenya. On l'appelle le fossile de l'an 2000, enfin du millénaire, puisqu'annoncé en l'an 2000. Alors très rapidement, vous voyez que les fossiles, ça c'est rarissime des fossiles aussi complets, hein, parce que chez nous c'est un métier de frustré. Hein. C'est 20 ans dans le désert pour une mandibule. Mais quand vous l'avez, vous rentrez à l'Académie des sciences, ça vaut le coup. Hein. Donc Ororhyn, c'est assez génial. Ils font croire, vous avez un bout de mandibule, il avait une face longue et étroite, très prognate, avec de grosses canines. Vous avez en plein milieu en bas un petit os incurvé, c'est une phalange longue et incurvée. Vous avez un os du coude très profond. Donc le gars, il avait une tête de singe archaïque. Enfin, 6 millions d'années, on ne peut pas trop lui en demander non plus. Et il suspendait encore dans les arbres, ce qu'indique cela. Par contre, son fémur est étonnamment moderne. Son fémur ressemble plus au nôtre qu'à celui de Lucie, par exemple, qui date de 3 millions d'années. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il marchait bien debout. Et c'est lui que vous voyez dans l'Odyssée de l'espèce. Alors, j'adore l'Odyssée de l'espèce, parce qu'au début, vous avez Ororhyn dans ses arbres, et le mec, il est bien, il est dans ses arbres. Et on sent que le drame se profile. Le mec, il aime bien ses arbres, mais la savane avance. Inéluctablement, la savane avance, et le mec, il se dit, il faut que j'aille dans la savane. Et il est là, la savane devant lui, la forêt dans le dos. Et là, ça me rappelle un humoriste fossile que vous ne connaissez pas, qui s'appelait Pierre Dac, qui disait « Cet homme a l'avenir devant lui, mais s'il se retourne, il l'aura dans le dos. » Et il se redresse pour regarder au-dessus des hautes herbes de la savane. Pour voir quoi? Le mec, il fait 1m10 avec les talons hauts. Pour voir les prédateurs. Il est vrai que d'ailleurs, c'est très connu, les prédateurs chassent de jour. Et quand ils chassent de la savane, ils se mettent debout, il y a des petits drapeaux, vous savez, comme les soldats japonais. Coucou, on arrive les mecs. Bon, on se marre là. Mais vu par 8 millions de téléspectateurs, et personne n'a un esprit critique. Pour quelle raison? Pour quelle raison personne n'a critiqué cela? Parce que personne n'a eu un point de vue scientifique là-dessus. Tout simplement. Parce que ce qu'on vous a ressorti, c'est ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces, qui nous vient d'Aristote,
qui a été reprise par saint Thomas d'Aquin, qui a été reprise par Leibniz et qui est reprise aujourd'hui par les gens qui sont les chantres du dessin intelligent, qui laissent entendre que l'évolution a un but, et ce but merveilleux, c'est nous. Bon, on est là, on ne va pas s'en plaindre, hein. Mais ceci dit, dès que vous touchez à l'homme, et c'est ça que je voudrais que vous preniez comme message, dès que vous êtes en science, il faut exercer un esprit critique. Et ce que font les créationnistes ou les tenants du dessin intelligent aujourd'hui, je vous explique dans les détails tout à l'heure, c'est justement de faire résonner des mythes qui sont profondément ancrés en philosophie, en littérature, dans ce qu'on appelle nos humanités. Et quand vous balancez une fiction comme celle-ci, eh bien, personne n'a plus d'esprit critique parce qu'on a l'impression que c'est la vérité. Or, s'il y a une chose que nous, les scientifiques, nous n'allons pas chercher, c'est la vérité. Au contraire, nous réinterrogeons les vérités. Ça ne veut pas dire que nous n'avançons pas dans les connaissances, vous le savez fort bien. Donc, Aurorine, scientifiquement, confirme magnifiquement l'East Side Story d'Yves Coppens. Ça, c'est indéniable, puisqu'il est à l'Est. Et puis, patatras, une autre équipe française également, mais internationale toujours, découvre Toumaï, qui a la très mauvaise idée de se trouver à 3000 km du mauvais côté de l'East Side Story, et donc d'Yves Coppens. Et Toumaï, comme vous le voyez, est tout à fait différent. Il a une face courte, des petites canines. Bref, ce n'est pas du tout la tronche de Aurorine. Et ce qui fait que Toumaï met par terre l'East Side Story d'Yves Coppens. Alors des fois, des gens me disent, Yves Coppens s'est trompé. Mais jamais de la vie. Coppens ne s'est jamais trompé. Coppens a proposé un modèle il y a plus de 20 ans qui remplissait ses objectifs scientifiques de rendre compte de toutes les données. Et qu'est-ce qu'on demande à un modèle après ça en science? Eh bien, c'est d'être testable, ce qu'on appelle la réfutabilité. C'est-à-dire, quand vous avez un modèle scientifique, il faut avant tout développer après cela des recherches, à la fois pour confirmer le modèle et surtout, ce qui est le plus important, pour le réfuter. Or, Yves Coppens est le co-signataire pour ces deux fossiles. Il a soutenu ces deux équipes. Une qui va confirmer, l'autre qui va réfuter. Coppens est un grand scientifique parce qu'il a soutenu la réfutation. Coppens n'aurait pas soutenu l'autre, l'équipe de Brunet, il aurait contesté, eh bien, n'aurait pas été un grand scientifique. Voilà ce qu'est un scientifique. Et dans tout cela, on a perdu un modèle, l'East Side Story, bien sûr. Mais les connaissances ont avancé. Et c'est ça qui est important en science. Nos modèles sont faits pour être rediscutés et réfutés et pour faire avancer les connaissances. C'est comme ça que se font les sciences. Et là, vous avez un très bel exemple qui peut vous sembler simple, mais je vous assure, ce n'est pas évident. Bon, laisse tomber Abel et les autres, on va avancer. Donc voici ce schéma complètement hallucinant, mythologique. Et il est vrai que même dans ma discipline aujourd'hui, on a du mal encore à se dégager de ces visions mythiques. Attendez, c'est complètement ubuesque. Vous connaissez le père Ubu, hein? Pataphysique. C'est complètement ubuesque. Vous avez une discussion autour des origines de la ligne humaine qui est centrée sur la bipédie. C'est de la métaphysique. On a Aurorine, je vous le rappelle, qui a un fémur absolument magnifique. Aurorine est très certainement un grand singe fossile, très proche de notre lignée, qui marchait debout. À confirmer sur des études précises en biomécanique, mais en tout cas, il tient la corde, si je peux me permettre. Aurorine, c'est une chose. Toumaï, on a un crâne. Si vous avez vu le film Toumaï, le premier ancêtre de Michel Brunet, il est tout à fait possible que Toumaï ait marché debout. Mais tant qu'on n'aura pas le fémur, on n'en est pas certain. Je dis bien, il est tout à fait possible qu'il ait marché debout, mais on n'a pas la preuve. Quant à l'autre fossile dont on parle peu, parce que trouvé par les Américains, celui qui est derrière, là, Ardipithecus, je ne vous embête pas avec, lui, il ne marchait pas debout. Et pourtant, on parle de bipédie. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à sortir du schéma archaïque de la pensée occidentale, qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces, donc la scala en latin, donc le scalisme, qui nous pollue complètement dans notre domaine. Et donc, voici le fameux chaînon manquant qui joue à Pierre Dac, sur la droite, qui se dit « j'y vais pas, j'y vais pas ». Bon, il a besoin d'un coup de pied dans le derrière, le mec, quand même. Hein. Bon, il est un peu voûté, je trouve, d'ailleurs. Et c'est hallucinant, parce que les grands singes qui marchent debout, vous allez le voir, ils ne sont pas voûtés comme ça. Donc, on est vraiment sur des mythes et des représentations. Et c'est pour ça que ma discipline est intéressante, puisqu'effectivement, vous l'avez compris, quand je parle de l'évolution de l'homme, mes copains ce matin, Le Hook et compagnie, s'ils vous parlent du boson de Higgs, et si le boson de Higgs existe ou pas, bon, vous allez l'écouter, ça ne va pas vous troubler.
Parce qu'il y a peu de chances que dans votre famille, depuis que vous étiez petit, on vous ait lu un conte sur le boson de Higgs avant de vous endormir. Ou alors vous avez une famille de physiciens purs et durs. Mais l'homme, tout le monde en parle. Il n'y a pas une seule culture dans le monde où il n'y a pas un récit sur nos origines. Et c'est pour ça que cette discipline était tellement fascinante et tellement difficile aussi, parce que quand vous êtes devant une classe ou devant n'importe quel auditoire, tout le monde a une idée sur l'homme. Parce que les philosophies, les mythes, les religions sont passées avant nous, les scientifiques. Et quand nous arrivons, nous, avec nos fossiles, etc., nous sommes confrontés avec des gens qui ont tous entendu une histoire à laquelle ils ont plus ou moins cru. Et donc, nous ne sommes pas là pour démonter les histoires, ça fait de la peine à certains peut-être, mais nous, on a nos fossiles et nos grands sages. Alors ça, les mythes, alors je vous en parle pas trop, mais j'ai mis ces deux chaînons manquants là, rigolos, ces deux fresques. En haut, c'est avec les hommes. Alors vous savez, jeunes filles et jeunes femmes, et mesdames, on représente toujours l'évolution du mec. On met jamais les femmes. Et j'en ai une autre comme ça, en dessous, vous avez la première qui est à quatre pattes, comme vous voyez, avec une serpillière. La deuxième est toujours à quatre pattes avec une serpillière. Et la dernière est toujours à quatre pattes avec une serpillière. Donc, oui. Ça ne vous a pas dérangé, jeunes filles et jeunes femmes, dans l'Odyssée de l'espèce, c'est un mec qui se met debout. C'est un mec qui invente l'outil. C'est un mec qui invente les habits. C'est un mec qui invente le feu. C'est un mec qui invente la chasse. C'est un mec qui invente les abris. Jusqu'à présent, vous laissez l'agriculture parce que la chasse est plus noble. Mais là, vous avez tout piqué, ça ne faut pas déconner. Donc, déjà qu'il y a Ségolène qui arrive, on ne va pas vous laisser l'agriculture. Donc, non, mais on se marre là. Mais attendez, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Quand vous avez des crétins qui arrivent à la radio en disant pourquoi les femmes ne savent pas lire les cartes parce qu'à l'époque de Cro-Magnon, les hommes allaient à la chasse et les femmes allaient dans les grottes. Ben ouais, mais ils vendent 100 000 exemplaires, ces abrutis. Moi, j'y arrive pas. Donc gagner du fric, il ne faut pas être scientifique. Hein. Non mais c'est affolant. Et non, moi je sais pas, je ne raconte pas ma vie, mais j'ai fait des courses d'orientation à pied ou à cheval, etc. Les femmes, quand elles ont une carte, ça va bien. Moi je les suis, hein, pour d'autres raisons. Mais la chose étant... mais très clairement... Faites attention à tous ces discours. Faites attention dès qu'on touche à l'homme. Vous vous rendez compte, jeunes filles et jeunes femmes, non mais je vous dis là, parce qu'on est vraiment pour parler des sciences et de ce qu'est la science, de réinterroger nos mythes. Je vous parlais tout à l'heure de ces relations que j'ai avec le monde entrepreneurial et le monde social et économique. J'ai fait une intervention il y a 1 an pour tout ce qui est l'industrie, la métallurgie. Alors, je ne dis pas ça pour vous être agréable, mais la raison suffirait. Mais on sait très bien qu'en moyenne, les jeunes filles et les jeunes femmes réussissent mieux, même dans les études scientifiques. Désolé les mecs, mais c'est comme ça. Bon. Et le problème, c'est qu'on ne les voit pas dans les métiers de l'industrie et la métallurgie. Ah, ça vient d'où ça? Eh bien, ça vient de ça, justement, de ce genre de conneries. Pardonnez-moi, là, il faut y aller quand même. Parce qu'il faut démonter ces trucs-là. Quand on raconte que l'homme, c'est l'outil, alors évidemment, on vous dit, oui, oui, c'est l'espèce humaine. Mais derrière, c'est les mecs qui ont l'outil, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Et quand les jeunes filles et les jeunes femmes, lorsqu'on leur a balancé Totem et Tabou de Freud, parce que alors lui aussi il a un peu frappé de ce côté-là, on vous balance ça en psychologie, on vous balance ça en philosophie, on vous balance ça en anthropologie, en évolution, et en plus on se dit, sont passées où les jeunes filles et les jeunes femmes qui étaient si brillantes dans les études scientifiques? Et bien l'homme c'est l'outil, ça veut dire que c'est pour les hommes et c'est pas des métiers de femmes. Voilà. Et aujourd'hui on ne peut pas, dans le cadre de la mondialisation, se passer de la moitié de l'intelligence humaine. Voilà où ça mène ce genre de bêtises. Alors là, on se marre un peu moins, je suis désolé, mais soyez vigilants. Hein. Dans les profs, ils ne vont pas se marrer après mon passage. Hein. Donc, on continue. Donc, aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, donc, on a la confirmation des origines africaines et nous savons, grâce aux fossiles, que ça se passe là-bas. La chose importante, c'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur ce schéma que vous connaissez peut-être. Je vous ai parlé donc de la révolution absolument considérable que nous avons grâce à la génétique. Et aujourd'hui, c'est confirmé, Darwin avait raison, que nous partageons 99% de notre matériel génétique avec les grands singes. Et on est même plus certain que pour ce qui est codant, nous ayons un gène de différence. Alors vous savez, le résultat des cours, c'était absolument génial. Lorsqu'on a séquencé le génome de l'homme, on s'est aperçu qu'on n'avait que 25 000 gènes. Si vous reprenez les bouquins d'il y a 7 ou 8 ans seulement, même pas, vous verriez que l'homme, il est complexe. Donc, 200 000 gènes, 300 000 gènes. Un grain de riz, pas compliqué, hein, 10 000 gènes. Résultat du séquençage, l'homme, 25 000 gènes, le grain de riz, 2 fois plus. Alors, il y en a qui sont vexés, hein, parmi les hommes et les grains de riz. Mais,
pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On est dans quelque chose de complètement nouveau auquel on ne s'attendait pas du tout. Il y a une dame qui est prof de lettres ici, elle me corrigera. Mais il y a une époque, on s'est amusé à regarder le vocabulaire qu'utilisaient Racine et Molière. Et on s'est aperçu que Racine et Molière utilisaient un vocabulaire assez restreint, somme toute. Et puis surtout quasiment le même vocabulaire. Et c'est pour ça qu'on a dit, ça a été dit à une époque en tout cas, que Molière et Racine étaient le même auteur. Or, ce ne sont pas les mêmes auteurs, on le sait fort bien. Eh bien, qu'a fait la génétique du XXe siècle? Elle a fait ce travail de structure, c'est-à-dire on a sorti le vocabulaire du génome de l'homme et du chimpanzé. Alors maintenant, on va diviser l'amphi en deux. Je donne le vocabulaire de Racine à droite, je donne le vocabulaire de Molière à gauche, qui est quasiment le même. Vous me faites une tragédie à droite, une comédie à gauche. Et on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre évolution, ce n'est pas que dans les mutations, loin de là. Ça va être comme dans nos langues, c'est pour ça que je prends cette analogie, c'est-à-dire c'est dans la grammaire, la sématique et les syntaxes. Donc vous voyez un petit peu comme c'est absolument fabuleux ce qui nous arrive. On n'a quasiment plus de différence génétique avec les grands singes. Et pourtant, si j'étais venu avec mes potes les grands singes ici, vous diriez, ils ressemblent quand même vachement à Pic, ça je suis d'accord, mais vous diriez qu'ils ressemblent plus entre eux qu'à moi. Et pourtant, lorsqu'on est arrivé sur la génétique, et Darwin l'avait vu, nous avons un dernier ancêtre commun, le DAC, dernier ancêtre commun, donc commun. Et donc il faut comprendre que nous, les hommes et les chimpanzés, nous avons un dernier ancêtre commun. Je voudrais insister, parce qu'on ne va pas faire l'évolution de l'homme, je vous mets sur la science, comment se fabrique la science, c'est vraiment de ça dont on parle. Oubliez le schéma qui est en dessous, l'arborescence, donc des parentés, et prenez les deux bandes colorées, n'adoptez qu'une lecture horizontale de gauche à droite. Eh bien, classiquement, on avait mis ensemble les 4 grands singes ensemble, qu'on appelait les pongidés. Donc on appelait ça le grade des grands singes adaptés à la vie dans les forêts. Et puis de l'autre côté, on avait mis les hommes, les grands singes adaptés à la vie dans les savanes. Eh bien, chers amis, une fois que vous avez schéma en tête, que vous ayez des fossiles ou pas, votre schéma, il est tracé. Ça veut dire que forcément, vous considérez que les grands singes, bien sûr, personne n'a dit que les chimpanzés étaient nos ancêtres. Bon, il y a quelques frappadingues qui ont dit à une époque que les noirs dessemblaient des gorilles, les jaunes des orang-outans et nous des gibbons. Vous voyez, il y a des cas graves chez nous. Hein. Mais en attendant, personne n'avait dit cela d'une manière sérieuse, mais c'était l'idée qu'en effet, si vous considérez que les grands singes donnent une idée de notre ancêtre qui vivait dans les forêts, eh bien, forcément, nous acquérons la bipédie en passant dans les savanes. Donc c'est le schéma que j'ai critiqué tout à l'heure. Et tous les fossiles vont être interprétés comme cela. Et aujourd'hui, la plupart des fossiles sont interprétés comme cela. Maintenant, vous oubliez ce schéma qui est faux. Vous prenez celui d'en dessous, qui est donné indépendamment par nos amis généticiens. Et là, vous apercevez que vous avez un dernier ancêtre commun aux hommes, aux chimpanzés et aux bonobos. Le DAC. Alors, dans le schéma du haut, quand vous passez horizontalement de la forêt à la savane, c'est le chaînon manquant. Alors, vous savez, nous, on est vachement forts, les scientifiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a inventé un concept, le chaînon manquant. Donc, un truc, pourquoi pas chaînon? Donc, un chaînon pour ne pas le trouver. Et vous savez quoi, en un siècle, on ne l'a pas trouvé. On est vachement doués, hein. Et on a eu les crédits en plus. Donc, excusez-moi. Et le chaînon manquant, donc effectivement, c'est une chimère qui est absolument impossible. Comment voulez-vous qu'on trouve un fossile du passé intermédiaire entre des faunes actuelles? Voilà, c'est la logique toute simple. Mais on a fonctionné un siècle là-dessus. Aujourd'hui, c'est le schéma d'en dessous. Nous avons un dernier ancêtre commun. Et là, c'est très clair. Nous allons retourner dans le monde des forêts. Et c'est pour cette raison, sans surprise, que tous les fossiles sont dans les forêts. Alors ça, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Hein, profitez-en. Vous prenez 3 heures pendant les vacances. Vous rentrez dans le bouquin. Vous prenez votre coca, votre drink préféré. Et là, vous ne sortez pas du lit, vous êtes mort de rire. C'est génial. Alors, là aussi, je voulais vous parler comment se fait la science. Je suis dans une discipline absolument merveilleuse dans laquelle, effectivement, les origines et l'évolution de l'homme, ce n'est pas que les fossiles. Là, on a parlé pas mal des fossiles, on a parlé de systématique, mais maintenant, il y a autre chose qui intervient. Et il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais enseignant-chercheur aux États-Unis, je venais d'être publié les premiers travaux sur les grands singes, sur l'éthologie, donc l'étude du comportement. Et des collègues éthologues commençaient à s'approcher de l'anthropologie. Alors l'anthropologie, il faut savoir, il y a très peu de personnes qui viennent chez nous parce que c'est un terrain hautement miné. Dès que quelqu'un vient chez nous, on sort les flingues. On n'est pas gentil chez nous. Donc les mecs, ils arrivaient prudemment. Et moi, je suis le traître à ma discipline parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut plus étudier les origines de l'homme sans s'occuper des grands singes. Eh bien, au risque de vous surprendre, aujourd'hui encore, nous avons, dans ma discipline, une quasi-ignorance de que sont les grands singes.
Alors je salue et j'en profite de cette maison, là où vous êtes, cette grande maison qui est la Cité des sciences et de l'industrie, parce qu'aujourd'hui, vous, les enseignants, beaucoup de gens ont entendu parler des grands singes. Eh bien, en 1998, personne ne parlait des grands singes. Et avec cette grande maison, j'ai monté une très grande émission avec Arte qui s'appelait Le Singe chez Tom, où j'ai fait 2 films et j'ai fait venir mes amis parmi les plus grands éthologues. Je connais très bien l'éthologie, mais je ne suis pas éthologue. Et là, nous avons fait ces films et cette émission, et ça a tout lancé en France sur les grands singes. Voilà à quoi sert cette grande maison de la Cité des sciences et de l'industrie. Elle ne fait pas que de la diffusion des connaissances, elle nous amène à nous rencontrer, mais aussi à faire avancer les sciences. Aujourd'hui, en est-on? Aujourd'hui, comment se fait la science? Eh bien, on l'a vu, j'ai beaucoup insisté sur l'épistémologie, c'est-à-dire comment se fait la science, sur ces modèles, l'Isa-Story. Gardez ce modèle de l'Isa-Story toujours en tête. S'il y a un message à garder, hein, ce qu'a fait Coppens, c'est-à-dire ce que doit être un modèle scientifique, une démarche à la fois pour le confirmer et surtout pour le réfuter. Mais nous sommes dans une discipline aussi qui nous amène à la convergence d'autres disciplines. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'interdisciplinarité est devenue un véritable enjeu. Et c'est pour cette raison que vous êtes là, et je crois que c'est, je l'ai dit plus d'une fois, mais on ne peut pas savoir comme je suis heureux. Vous savez, quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Edgar Morin, qui est un bon ami, ça fait 30 ans qu'il plaide pour l'interdisciplinarité. On commence tout juste à rentrer dedans. Chaque discipline doit se confronter aux autres. Mais pas en étant faible, en étant forte, bien évidemment. Alors l'éthologie, les chimpanzés, Pantrolodites. On a dit des bêtises sur ces grands singes, évidemment sans les connaître. Les chimpanzés vivent dans des systèmes sociaux comme nous. C'est-à-dire qu'ils vivent, avant les cités bien sûr, chez l'homme, dans des communautés de plusieurs dizaines d'individus, avec des mâles et des femelles adultes, et bien sûr les petits. Chez tous les singes et les autres espèces. D'ailleurs, il y a une particularité chez nous les singes, c'est que les mâles et les femelles restent tout le temps ensemble. D'habitude, les mâles le sont tolérés qu'au moment du rut. Chez les éléphants, c'est un matriarcat, le mâle est toléré au moment du rut, après casse-toi, tu broutes nos feuilles. C'est pareil pour les autres. Chez les singes, comme on est dans la bande des tropiques, les femelles n'ont pas de période de chaleur comme nos mammifères sous nos latitudes. Donc les femelles peuvent avoir une période d'ostrus, donc de chaleur, à tout moment. Donc les mecs, ils ne s'éloignent pas. Reste là. Ça complique la vie, je peux vous le dire. Alors, d'une manière générale, comme les femelles, parce que les contraintes en ce qui concerne la reproduction sont très fortes chez les singes. C'est un seul petit à chaque naissance, après une longue gestation, une longue enfance, le sevrage est tard. Les singes vivent 20 à 30 ans, nous les grands singes, c'est 40, 50, 60 ans. Donc les femelles, c'est un petit tous les 4 ans chez les grands singes, comme dans les sociétés humaines avant l'invention de l'agriculture. Et inutile de vous dire que les femelles, elles sont regardantes sur la qualité des mecs. On appelle ça la sélection, ou le choix des femelles. On se marre pas, hein, on a l'impression comme ça, mais elles sont regardantes. Et donc comme les femelles ont des contraintes à la fois pour leur survie et la survie des jeunes, elles ont largement tendance à contrôler les ressources de nourriture. Ce qui veut dire que dans toutes les sociétés de mammifères, et notamment de singes, les femelles restent ensemble toute leur vie, et les mâles s'en vont pour se reproduire à l'adolescence. Il n'y a jamais d'inceste chez les animaux. Jamais. C'est une bêtise de psychanalyse, ce truc-là. Il n'y a pas d'inceste chez les animaux. C'est faux. Par contre, seule exception. Pas pour l'inceste. Chez les hommes et les chimpanzés, ce sont les mâles qui restent ensemble et les femelles qui s'en vont à l'adolescence. C'est-à-dire que dans toutes les cultures humaines, eh bien, au moment du mariage, c'est la femme qui va dans la famille du mari. Chez les chimpanzés, c'est les femelles qui quittent le groupe natal. Ce qui veut dire que tous les mâles sont apparentés et se connaissent depuis leur plus jeune âge. Conséquence, les mâles sont copains, coquins et tout ce que vous voulez, et ils se font la guerre. Les seuls à se faire la guerre, c'est les hommes et les chimpanzés. Vous regardez le comportement des supporters du PSG. La task force d'une entreprise. Les mecs qui viennent du même village dans un bal le samedi soir. Eh bien, nous sommes les seuls à être capables de monter des coalitions pour rentrer dans une relation de rivalité avec les autres qui peut aller du sport jusqu'au massacre. Nous sommes les seuls. Un peu troublant. On continue. Désolé, hein, c'est pas drôle. Les chimpanzés, eh bien, ils utilisent 70 types d'outils. Darwin l'avait dit, personne n'a voulu le voir. Des outils en pierre pour briser des noix, etc. Donc 70 types d'outils. Et on parle de culture. Il y a des cultures chez les grands singes. Ils se transmettent des savoirs, des innovations. La culture, ça ne passe pas que par l'outil, ça passe aussi par
les salutations, les régimes alimentaires. Celui de gauche, là, je ne sais pas s'il est en train de pêcher des termites ou des fourmis, mais dans l'autre troupe, il préfère des fourmis. C'est comme les habitudes alimentaires entre les populations humaines. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, il a fallu que les éthologues, j'allais dire nous les éthologues, parce que bon, je les ai amenés en anthropologie, mais nous les éthologues, si je peux me permettre, il a fallu qu'on se batte pour faire valoir que les chimpanzés avaient des systèmes sociaux comme les nôtres et tout ce que vous allez voir derrière. Et contre quoi on s'est battu? Pas contre des sciences, pas contre des scientifiques, sur des a priori culturels. On avait décrété que l'homme c'est la bipédie, que l'homme c'est l'outil, l'homme c'est l'empathie, la sympathie, la conscience, etc. Mais ceci avait été affirmé dans nos mythes, en philosophie et dans nos religions, sans que ceci n'ait jamais été vérifié dans la nature. Donc ce n'était pas des prises de position scientifiques, c'était dogmatique. Et nous, il a fallu qu'on apporte la preuve. Et lorsque, dans cette maison, une fois de plus, au mois de juin, il y a eu ce magnifique colloque international sur les frontières de l'humain, nous avons dit avec France Deval et d'autres collègues, aujourd'hui, la charge de la preuve, comme quoi les chimpanzés ont des cultures, elle n'est plus du côté des éthologues, mais de ceux qui ont continué à affirmer ces vérités sans jamais les vérifier. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont dogmatiques et non pas scientifiques. Donc les chimpanzés ont des outils, et la culture, ça passe aussi sur les manières de se saluer. Vous savez que nous, on se donne des poignées de main en France, on se fait très vite la bise. Moi, quand j'étais petit, on ne faisait pas la bise entre les garçons. Fais la bise à ton cousin. Ah non, je ne suis pas une fille. Bon. Aujourd'hui, j'ai des copains, on se fait la bise, et pourtant, bon, hétéro standard. Bon, alors, les mœurs se changent. Vous allez aux États-Unis, ils vous donnent une poignée de main quand ils ne vous connaissent pas, puis après, quand vous vous connaissez, « How are you? Stay away, you stink camembert. » Bon, donc, voilà. Donc la chose étant, il y a différentes manières de se saluer. Vous allez au Maroc, on vous dit très clairement, c'est pas parce que deux hommes se tiennent la main que ce sont des homosexuels. Parce que en toute virilité, des amis se tiennent par la main. Donc vous voyez, il y a des mœurs différentes chez les uns ou les autres. Au Japon, on se salue. Bon, c'est complètement différent. Imaginez un jour un colloque entre les chimpanzés. Vous êtes à Atlanta, chez mon ami France Deval, ou Madame Sue Savage Rambo, avec le fameux bonobo Kanzi qui connaît 6000 mots. Il a à peu près votre vocabulaire. Non, c'est 1000, pardon. Alors, c'est vous qui avez 6000. Alors, là, quand il réussit un test, on est en Amérique. Hein, les Américains, vous sonnez un petit peu excipant. Oh yeah, you're great, Kanzi, you did it. Oh yeah, you're big bug, yeah, you did it, yeah, well, good, good. Vous prenez la même expérience au Japon. Monsieur Matsuzawa avec la fameuse chimpanzé qui s'appelle Ai. Quand Ai réussit, parce que ça s'est compté, etc., Monsieur Matsuzawa se lève et il le salue comme ça. Alors le jour où Ai et Kanzi vont se réunir, et ils vont commencer à faire de l'éthologie humaine, ils vont bien se marrer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, je vous parle de ça parce que, sous forme d'anecdote, ce qui se passe là en science. Pourquoi je vous parle de ce qui se passe ici en Amérique et au Japon? Au Japon, ils n'ont jamais eu aucun problème pour des raisons culturelles d'admettre que les chimpanzés ont des cultures. Et ça a commencé en 1954, lorsqu'on a découvert qu'une fameuse femelle qui s'appelait Imo, décédée maintenant, une macaque sur l'île de Koshima, prenait des pommes de terre et les nettoyait dans l'eau, et ensuite dans l'eau salée. Les Japonais ont commencé à parler de proto-culture. Le monde occidental s'est moqué d'eux. C'est moqué d'eux. On a mis 20 ans à comprendre ça. Et là, je dois dire, c'est un de mes grands souvenirs lorsque j'étais en terminale et que j'avais votre âge. J'ai un bac scientifique et technique. Donc, vous voyez, comme quoi, on peut avoir des dérives. Aujourd'hui, c'est les chimpanzés. Et j'avais un prof de philo, formidable cet homme, qui me parlait de cela. Il y a plus de... Enfin, il y a longtemps. Et on a mis 20 ans à l'admettre, cela. Pour quelle raison je vous dis cela? Parce que si vous êtes au Japon, les Japonais ont une culture animiste, c'est-à-dire qu'ils admettent, les animistes, ce que nous sommes, nous, par notre intériorité, notre âme, notre raison, notre conscience, notre être, que ceci existe chez les autres espèces, mais que ceci s'exprime différemment parce qu'il y a des contraintes sur la forme, ce qu'on appelle le corps. On appelle ça l'animisme. Eh bien nous, c'est exactement l'inverse en Occident et dans les religions du livre. Nous sommes ce qu'on appelle dans le naturalisme. Nous acceptons que notre corps, notre matérialité fasse partie de la nature. Par contre, l'âme, la conscience, la raison,
ça vient d'ailleurs, donc ça vient de Dieu pour l'essentiel. Donc vous voyez comment nos mythes fondamentaux peuvent intervenir dans les sciences. Comment se fabrique... Ce que je vous dis, ça vient de sortir en plus. Hein. Donc, vous avez la primeur, si je peux me permettre. Et donc, il a fallu qu'en Occident, nous allions, nous, les éthologues, allions à l'encontre des mythes pour les fossiles et les comportements des grands singes, parce que nous avons un mythe fondateur qui dit que notre corps est de la nature, mais notre âme et notre conscience viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle la transcendance, pour faire simple. Alors que les Japonais, c'est exactement l'inverse. Par contre, les Japonais n'étaient pas capables de mettre en place la théorie de l'évolution. Donc, vous voyez, la fabrique de la science, comme c'est quand même absolument fascinant lorsqu'on est autour de la question de l'homme et lorsqu'on touche nos mythes. Donc, ayez toujours ça en tête quand vous parlez. Parce qu'un jour, vous parlerez peut-être avec des Japonais ou des Chinois. Ils n'ont pas la même référence au monde que vous, en tant qu'issus des cultures occidentales. Eh bien, ceci nous amène, nous les scientifiques, à développer des travaux très forts. Il faut que nous amenions la charge de la preuve. Et c'est quand même fascinant de savoir que les Japonais ont été beaucoup plus en avance que nous, et on a mis beaucoup de temps à les comprendre, et qu'à l'inverse, bon, eux, ils avaient du mal à comprendre d'autres choses. C'est quand même extraordinaire, et c'est pour ça que la science est tellement belle. Parce que ce que je vous raconte là, que les chimpanzés ont des cultures, eh bien, c'est pas Pic l'occidental qui le dit, c'est pas France Deval l'occidental qui le dit, c'est pas Matsuzawa qui le dit, c'est pas mon ami El Acier d'Éthiopie. Pourquoi la science ne dit pas la vérité? Parce qu'on ne cherche pas la vérité. Mais nous mettons en évidence des choses qui sont valables pour tout le monde universellement. Ce qui veut dire, ce que je vous raconte là, et c'est important, ce sont des connaissances qui sont avérées par la méthode scientifique par des hommes et des femmes du monde entier. Des hommes et des femmes d'Europe, d'Amérique, d'Inde, de Chine, du Japon, d'Afrique. Et tous, nous avons la même méthode scientifique qui est universelle, qui permet de mettre ça en place. C'est en ce sens que nous sommes universels. Nous ne sommes pas universels en ce sens où nous voulons donner une vérité universelle à l'encontre des religions ou des mythes. Ce n'est pas notre problème. Je vous rappelle la célèbre scène avec Laplace. Laplace, le grand physicien qui présente ses travaux à Napoléon. Napoléon qui avait dit d'ailleurs au passage « Ne touchez pas ma Bible ». Et Napoléon dit à Laplace « Et Dieu dans tout cela ?» Et Laplace de répondre « Sire, Dieu ne fait pas partie de mes hypothèses. » Quand on est scientifique, l'existence ou non de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Prouver ou non les mythes, ce n'est pas notre affaire. Cependant, nous sommes tous des hommes et des femmes, nous avons tous baigné dans un bain culturel, et au moment où nous allons interpréter, au moment où nous allons essayer de comprendre, nos mythes, nos religions, nos convictions religieuses reviennent très vite. Et c'est là que nous sommes plus objectifs. Mais on en a besoin. Sans cela, on ne peut pas vivre, hein, bien évidemment. Donc c'est de là que c'est important. Je voulais vous donner donc ces quelques exemples. Ça peut vous sembler non structuré ce que je vous ai raconté. Ça l'est d'une certaine manière, mais nous sommes vraiment dans l'actualité et je voulais vous mettre surtout en tête ces exemples criants. La culture chez les grands singes, effectivement, ça passe aussi par les méthodes de se saluer. Les chimpanzés se font des baisers, mais ils ne se touchent pas. Là, la raison, c'est un chimpanzé. Ils ne se touchent pas. Alors aux autres Siondego, ils avaient des chimpanzés. Le mec, l'animalier, il arrive avec ses seaux. Et l'autre, il ne se touche pas. Bon, ils reçoivent des bonobos. Les autres chimpanzés. Donc le mec arrive pareil avec ses seaux. Le bonobo arrive pour un baiser. Et le bonobo, crac, il attrape l'animalier. Et dans le texte, c'était marqué « It was a real French kiss ». Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la langue d'un bonobo, mais l'autre, la sphère orale, clean. Hein. Donc... Ça s'appelle une différence culturelle. Les chimpanzés chassent, ils sont les principaux prédateurs. Et là, ça dépend aussi des groupes. Comme chez nous, il y a des gens qui chassent et qui ne chassent pas. Il y a le chasseur du dimanche, il y a le vrai chasseur, et ceux qui ne chassent pas du tout. Et les chimpanzés, donc, ce n'est pas des petits rigolos que vous voyez à la télé. Les chimpanzés, dans certaines régions d'Afrique, tuent et mangent 20% des singes qui vivent autour d'eux, c'est-à-dire les colobes et compagnie. Ils mangent des antilopes, etc. Et la chasse, c'est comme chez nous, c'est très syndicalisé. Ceux qui ont participé à la chasse, il y en a un, plus souvent un mâle qui attrape la proie, il partagera avec les autres. Même le mâle dominant qui n'a pas participé, il n'aura rien. Et l'autre, pourquoi il partage? Parce que tout seul, il ne peut pas y arriver. Donc s'il ne partage pas, les autres ne l'aideront plus. Donnant, donnant. Si une femelle n'est pas en chaleur, casse-toi. Si elle n'est pas en chaleur, qu'est-ce que tu veux? Ce sont des bêtes. Hein. Donc, alors, on continue. Agression, réconciliation politique. Alors là, c'est fabuleux, parce que les chimpanzés font de la politique. Je peux vous dire que je regarde les présidentielles avec bonheur. Alors, les chimpanzés se font la guerre, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vont faire nos candidats politiques, là? Ils vont venir vous voir, sur les marchés, dans les cafés, à la télé. Votez pour moi. Ils viennent vous épouiller.
L'épouillage, c'est comme le langage chez nous, c'est-à-dire c'est cette fonction, parler du plus du beau temps, qu'est-ce que tu as vu la télé hier, on ne se passe pas d'informations, mais c'est tellement important. Donc ils viennent vous épouiller. Puis une fois qu'ils sont élus, ils dépouillent. Mais les chimpanzés font exactement la même chose. Alors, la marche debout, il suffisait d'aller les voir. Les chimpanzés marchent souvent debout, notamment les bonobos, pas comme nous bien sûr. Et puis les bonobos, vous savez, des frênes acroniques, ils copulent face à face. Eux, c'est faire l'amour et pas la guerre. Donc, bon, ceci dit, ça castagne un peu. Hein. J'ai fait un film récemment avec une femelle bonobo. J'ai pas répondu à ses avances, ça m'a bouffé la moitié d'un doigt. Donc, c'est quand même pas rigolé. Donc, chacun dans son espèce tout de même. Hein. Donc, alors vous allez dire, qu'est-ce qui reste à l'homme? Mais on s'aperçoit que très clairement, il nous reste tout. Vous voyez cette femelle bonobo qui marche debout, c'est pas notre bipédie. Ces chimpanzés qui copulent face à face, bon là, faut prendre l'orgasme rapidement, hein, ça dure 30 secondes, hein, faut être rapide quand même. Hein. Mais c'est plus fréquent. Hein. Eux, ils ont la quantité, nous, on a la qualité. Enfin, en tout cas, on le croit. Bon, l'outil, la chasse, la vie sociale, la politique, l'empathie, la sympathie. Les chimpanzés utilisent le langage. On s'est aperçu qu'ils avaient une aire de Broca comme la nôtre, pour faire simple. Bref, ils ont tout comme nous. Et pourtant, ce ne sont pas des hommes et nous ne sommes pas des chimpanzés. C'est ça dont je voulais vous faire part. On n'a pas vu toute l'évolution de l'homme. Cette aventure extraordinaire de la connaissance qui s'ouvre à nous lorsqu'on est capable d'interroger le monde. Et qu'en l'occurrence, de connaître ce que sont les chimpanzés, il n'y a plus du tout aucune honte de dire que nous avons un dernier ancêtre commun. Ce qui est important, c'est que nous partageons depuis ce dernier ancêtre commun ces aptitudes à la bipédie, ces aptitudes au langage, aux communications symboliques, à la culture, à la chasse, à l'outil, à la vie sociale, l'empathie, la sympathie, bref, la conscience de soi, la conscience de l'autre, la conscience du groupe. Est-ce que nous nous sentons diminués? Je paraphrase Charles Darwin qui disait « N'y a-t-il pas plus de grandeur à considérer l'histoire de la vie comme cela ?» De comprendre qu'effectivement, depuis ce dernier ancêtre commun que nous avons partagé avec eux, nous sommes devenus des hommes, eux sont devenus des chimpanzés, et qu'en l'occurrence, effectivement, nous avons développé la bipédie, le langage et la culture. Eux ont développé d'autres caractéristiques, et que ces chimpanzés sont dépositaires avec nous aujourd'hui nos origines communes. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je suis impliqué dedans. On se pose la question, le débat est ouvert, peut-être d'étendre les droits de l'homme à ces grands singes. C'est un débat qui existait d'ailleurs au siècle des Lumières. Donc, voilà ce qui est absolument fascinant. Et ce qui me trouble, et j'arrête là, c'est que ces découvertes sont absolument extraordinaires. Et donc, quand on sait ce que sont ces grands singes, on sait ce que c'est l'évolution, mon Dieu, où est la honte des origines? C'est vraiment la plus grosse bêtise qu'on ait jamais dite. C'est absolument extraordinaire. Et je vous assure qu'on a encore beaucoup à découvrir, mais à une condition. Que nous soyons capables de dépasser nos a priori, que nous soyons capables de réinterroger le monde. Et quand on veut réinterroger le monde, ce n'est pas pour embêter les autres, c'est avant tout pour l'illuminer par nos connaissances. On a dit des sciences à une époque qu'elles désenchantaient le monde. Non. Pour moi, c'est de l'enchantement que de voir ce monde extraordinaire que nous révèlent à la fois les sciences, mais il n'y a pas que les sciences. Nous sommes là pour parler des sciences. Mais on voit bien ce que nous disions là est très important. Pourquoi? Parce que ça interfère avec nos cultures, bien évidemment. Et donc, ce n'est pas la science contre la culture. Dans cette maison, la culture, la science fait partie de la culture, et seulement elle est tellement mal comprise. Donc à partir de là, de savoir que ces découvertes nous amènent à réfléchir sur ce qu'est l'homme, allez, vous savez, qu'est-ce que l'humain? À la limite, on s'en fout de la réponse. Vous savez, la philosophie, ce n'est pas les réponses qui sont intéressantes. En science, ce n'est pas les réponses. C'est la manière de poser les questions et de se réinterroger sur le monde. Et tant que nous serons capables de faire de cela, eh bien, je crois que nous resterons des hommes et des femmes. Merci.